Le corps de l'animal tremblait encore lorsque nous l'avons traîné à l'intérieur de la grotte. Le sol, taché de sang, semblait respirer avec l'obscurité, et le poids sur nos épaules n'était pas seulement de la viande, c'était la vie. Sans cette chasse, la moitié du groupe aurait été engloutie par la faim avant l'aube suivante. L'odeur était si forte que même les oiseaux à l'extérieur s'envolèrent brusquement. La flamme du feu illuminait le corps étendu sur le sol, et chaque craquement du bois résonnait comme un rugissement contenu. Nous avions vaincu, oui, mais pour combien de temps? Ce furent des jours de traque, des empreintes effacées par le vent, des nuits glaciales qui coupaient le souffle, des lances affûtées à la limite de l'espoir. Chaque pas vers la proie était aussi une course contre la mort. Et lorsque nous avons enfin planté nos armes, ce n'était pas seulement l'animal qui tombait. C'était la peur. Mais survivre n'était pas la fin, ce n'était que le commencement. Comment s'assurer que d'autres pourraient reproduire cet exploit? Comment faire perdurer la mémoire lorsque nos voix étaient faibles et que les sons se perdaient dans le vent? Alors cela se produisit. L'un des chasseurs, encore haletant, enfonça ses doigts dans le sang chaud et traça des lignes sur la pierre du mur. Un geste simple, mais qui semblait crier plus fort que n'importe quel rugissement de la jungle. Ce n'était pas juste une marque, c'était un signal, c'était un enregistrement. Et à cet instant, je compris. La chasse nous avait donné plus que de la nourriture. Elle nous avait livré quelque chose de nouveau, invisible, mais puissant. Quelque chose que nous ne comprenions pas entièrement, mais ce que je vis ensuite changea tout. Je n'ai jamais été le plus fort du groupe, ni le plus rapide. Mon rôle a toujours été d'observer les détails, les gestes, les signes que les autres négligeaient lorsque l'instinct ne faisait qu'ordonner d'attaquer ou de fuir. C'est peut-être pour cela que j'ai été le premier à comprendre ce qui naissait cette nuit-là. La grotte sentait la fumée et la viande brûlée. Le feu crépitait comme s'il avait sa propre vie, projetant des ombres sur les parois qui dansaient tels des esprits cachés. Le froid extérieur essayait de s'infiltrer par chaque fissure, nous rappelant qu'une longue nuit pouvait nous coûter la vie entière. Mais à l'intérieur de ce refuge, en silence, quelque chose émergeait, quelque chose de plus puissant que la flamme. L'un des chasseurs, le plus jeune, commença à se frapper la poitrine et à émettre des sons gutturaux. Il imitait la course de la proie, arquant son corps, lançant le bras comme s'il tenait la lance, puis tombant à genoux pour représenter la chute de l'animal. Les enfants, les yeux grands ouverts, le regardaient fascinés. Ce n'était pas seulement une célébration, c'était une répétition, un récit sans mots, tissé de muscles et de respiration. Puis, un autre chasseur enfonça ses doigts dans le sang encore tiède et marqua le mur. D'abord des lignes maladroites, puis des formes évoquant des pattes, des cornes, des lances. Le feu illuminait ce trait rouge, et pendant un instant, tout le monde resta silencieux. Non pas parce qu'il comprenait, mais parce qu'il le ressentait. Comme si le sang, autrefois appartenant à la proie, avait acquis une nouvelle vie, désormais comme mémoire. C'est là que je compris que ce n'était pas uniquement de la viande pour survivre. C'était quelque chose de plus grand. Ces signes étaient des instructions, une manière de dire « Voilà comment nous avons vaincu. Fais pareil. La viande nourrit le corps, mais la mémoire nourrit l'avenir. Si nous oublions, nous serions condamnés à répéter les mêmes erreurs jusqu'à disparaître. » Cependant, un doute me traversait comme une flèche. Tous interpréteraient-ils ces marques de la même manière? Et si un jour quelqu'un y voyait non pas une leçon, mais une malédiction? Le silence tomba soudainement. Le feu continuait de crépiter, mais personne ne l'écoutait. Tous les regards étaient fixés sur le mur, où le trait rouge brillait encore sous la lumière vacillante. Ce n'était que du sang, mais cela semblait bien plus. Le jeune chasseur poursuivait sa représentation. Ses pieds frappaient le sol dur de la grotte, imitant la course de la proie. Il arquait le corps, lançait le bras comme s'il brandissait la lance, puis tombait à genoux, montrant la chute de l'animal. Chaque mouvement provoquait des murmures chez les anciens, des rires nerveux chez les enfants et des regards tendus chez les femmes. Je l'observais, le cœur battant. C'était comme si la chasse renaissait devant mes yeux.
Je sentais à nouveau le vent glacial me fouetter le visage, l'impact de la lance traversant la chair, le rugissement étouffé de l'animal s'effondrant dans la neige. Mais maintenant, tout se passait là, sans danger, sans mort. Alors, quelque chose de plus étrange se produisit. L'un des anciens, un homme au visage marqué par les cicatrices, s'approcha du mur. Il passa ses doigts sur le trait de sang, l'étirant, comme pour lui donner forme. Puis il leva la main vers le groupe, ouvrant et fermant les doigts dans un geste répété. C'était comme s'il disait « Ce souvenir est aussi important que chasser ». La réaction fut immédiate. Certains imitèrent le geste, frappant leur poitrine, levant leur lance en l'air. D'autres rirent, croyant que ce n'était qu'un jeu. Mais je vis autre chose. Pour la première fois, un signe cessait d'être instinct et commençait à se transformer en langage. Le feu éclata dans un crépitement fort, envoyant des étincelles vers le haut. À ce moment-là, un des enfants courut jusqu'au mur et, la main tachée, tenta de dessiner quelque chose à côté du trait original. Ce n'était pas une figure reconnaissable, juste une tache. Mais l'intention était là. Le désir de répéter, d'imiter, d'enregistrer. Un frisson parcourut mon corps. Ce n'était pas seulement le froid s'infiltrant dans la grotte. C'était la certitude que nous étions témoins de quelque chose d'aussi puissant que dangereux. Car si tous pouvaient dessiner, si tous pouvaient créer des signes, qui garantirait que chacun dirait la même chose? Alors, une pensée me traversa comme la pointe d'une lance. Ce qui était né comme mémoire pouvait se transformer en mensonge, mais personne ne semblait le remarquer. Les rires s'étendaient, les cris de célébration grandissaient et les murs de la grotte commencèrent à se remplir de marques. Moi, je regardais seulement, avec la sensation d'avoir été témoin de la naissance de quelque chose qui allait tout changer. Le lendemain matin, avant que le soleil n'apparaisse, je retournai vers le mur de la grotte. Le sang avait déjà noirci, transformant le rouge vif en taches sombres qui semblaient nous observer. Mais ce qui me surprit, ce n'était pas la couleur, mais la quantité. Pendant la nuit, quelqu'un avait ajouté de nouveaux traits. Ce n'étaient pas seulement des lignes de la chasse. Il y avait des formes étranges, des symboles évoquant des flammes, des mains ouvertes, des visages allongés. Je ne pouvais pas identifier l'auteur, mais je compris. Ce n'était plus seulement un souvenir, c'était une croyance. Le groupe se rassembla autour du feu et bientôt commencèrent les disputes. Le jeune chasseur montrait ses dessins et par des gestes rapides reproduisait la poursuite, la lance, la chute. Mais l'ancien insistait sur une autre interprétation. Le trait de flamme ne représentait pas un feu ordinaire, c'était un avertissement des esprits qui avait permis la victoire. La tension croissait à chaque geste et à chaque son non verbal. Un signe signifiait nourriture pour certains, malédiction pour d'autres. Et plus ils essayaient d'expliquer, plus la confusion s'installait. Les enfants imitaient les chasseurs, courant dans la grotte, répétant gestes et sons. Mais dans leurs yeux, il n'y avait plus seulement de l'amusement, il y avait de la peur. Quand l'un d'eux montra un dessin et se frappa 3 fois la poitrine, un autre recula en pleurant, comme s'il avait vu quelque chose d'interdit. Alors je compris le danger. Un signe mal interprété pouvait tout changer. Il pouvait séparer le groupe, créer la peur, provoquer des décisions qui coûteraient des vies. Cette même nuit, avant la prochaine chasse, l'ancien insista pour répéter les gestes devant tous. Il montrait les dessins puis le ciel. Pour lui, nous n'avions pas vaincu par la force, mais grâce à la volonté des dieux invisibles qui habitaient la forêt. Beaucoup suivirent, inclinant la tête par respect. Je ressentis le poids du doute. Ces marques étaient-elles de simples signes sans sens? Ou y avait-il quelque chose au-delà que je ne pouvais voir? Pendant que le groupe discutait, je remarquai que le jeune chasseur, celui qui avait tout commencé, s'éloignait silencieusement, regardant le sol. Ces signes, autrefois symboles de triomphe, étaient maintenant remis en question, et dans le reflet du feu dans ses yeux, je vis la colère. Cette nuit-là, avant de dormir, je pensais en silence. Les signes qui étaient nés pour nous unir.
commençait déjà à nous séparer. À l'aube, le groupe se préparait à repartir chasser. La grotte sentait encore la fumée et la viande brûlée, et les marques rouges sur le mur semblaient nous observer, rappelant chaque mouvement de la veille. Tout était prêt, mais une ombre de doute pesait sur nous. Le jeune chasseur, fâché après la dispute avec l'ancien, traça de nouveaux signes sur le mur avant de sortir. Son intention était claire, montrer le meilleur chemin pour atteindre la proie. Mais certains interprétèrent les symboles comme des avertissements de danger. Des murmures parcoururent le groupe, tandis que nous pénétrions dans la forêt, et la peur commença à se mêler à l'espoir. En arrivant dans la clairière, nous vîmes la proie. Elle était énorme, plus rapide que prévu. Le groupe se dispersa en suivant les gestes et signes du jeune, mais certains s'arrêtèrent, confus par l'interprétation des traits. La confusion se propagea comme un feu sec. Une lance mal lancée faillit renverser un des chasseurs, et un autre glissa sur une pente. Les animaux, alertés par le désordre, s'enfuirent en trombe, et la possibilité de succès s'évanouit. Tout cela à cause d'une mauvaise interprétation des signes. L'ancien cria et montra le mur avec colère, nous rappelant que tous les signes ne devaient pas être suivis sans questionnement. Ses paroles se mêlaient aux halètements, aux coups de pied et aux cris des femmes qui observèrent de loin. La leçon était claire. La communication pouvait nous sauver ou nous tuer. Au milieu du chaos, un hurlement étrange résonna depuis l'épaisseur de la forêt. Ce n'était pas un animal que nous connaissions. Certains coururent, d'autres restèrent immobiles, et le jeune chasseur resta paralysé, confronté à la preuve que son signe avait semé plus de peur que de guidance. En revenant à la grotte, le silence était pesant. Chacun s'approcha des murs couverts de sang et de traits, examinant les signes avec un regard nouveau. Ce qui semblait auparavant un jeu ou un souvenir montrait maintenant sa puissance réelle. Il pouvait décider du destin de tous. Cette nuit-là, alors que le feu s'éteignait lentement, je compris quelque chose qui allait changer notre façon de vivre pour toujours. La communication primitive n'était pas seulement mémoire. C'était une arme, un outil et un risque. Et si les signes pouvaient nous unir, ils pouvaient aussi nous séparer et nous tuer. La chasse suivante commença avant l'aube. La grotte était silencieuse, et les marques rouges sur le mur semblaient brûler dans la pénombre, nous rappelant la leçon de l'expédition précédente. Chaque geste, chaque signal devint vital. Une erreur pouvait nous coûter la vie. Le jeune chasseur, encore marqué par la colère de l'ancien, décida de diriger le groupe en suivant son propre système de signes. Chaque bras levé, chaque coup de pied, chaque ligne tracée sur le sol indiquait un mouvement. Mais cette fois, nous savions tous que l'interprétation devait être prudente. La tension était presque palpable, comme un animal rôdant dans les fourrés. En arrivant dans la clairière, nous vîmes la proie. Elle était plus grande et plus rapide que toutes celles que nous avions chassées auparavant. Les membres du groupe échangèrent des regards nerveux, suivant les gestes. Une erreur minime pouvait déclencher le chaos. Soudain, un signe mal interprété entraîna un petit groupe à se séparer trop loin. La proie s'enfuit vers la forêt dense, et un rugissement proche résonna. Un loup géant, caché jusque-là, apparut. La panique se répandit. Les cœurs battaient la chamade, et les bras bougeaient frénétiquement pour indiquer route, coup, attaque et retraite. L'ancien cria des ordres, mélangeant gestes et sons gutturaux. Certains suivirent, d'autres hésitèrent. La scène devint un ballet chaotique de mouvements humains et animaux, où chaque décision pouvait signifier mort ou survie. Le jeune chasseur, paralysé par la peur et la responsabilité, tenta de corriger les signes. Mais la confusion était telle que plusieurs interprétèrent mal ses gestes, courant vers le loup au lieu de l'entourer. Une collision violente secoua 2 chasseurs et renversa une partie de l'équipement. Alors, quelque chose changea. Une des filles imita l'un des gestes les plus simples enseignés par l'ancien, lever la main et la tourner lentement sur le côté. Les autres la reproduisirent et, étonnamment, la confusion diminua. Pour la première fois, un signe fut compris par tous.
et la proie fut enfin capturée. Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne parla. Seul le rugissement lointain de la bête capturée et le crépitement du feu au retour dans la grotte retentirent. La leçon était claire. La communication était une arme puissante, mais dangereuse. Elle pouvait nous sauver ou nous détruire. En observant les traits de sang sur le mur, je compris que ce que nous avions commencé comme mémoire s'était transformé en force. La tribu ne chassait pas seulement la viande, elle chassait la connaissance, le contrôle et la survie. Et chaque signe, chaque geste, était un fil invisible qui pouvait nous maintenir unis ou nous briser. Nous sommes retournés à la grotte avec la proie, enfin assurée. La tension régnait encore dans l'air, comme un voile invisible rappelant chaque erreur, chaque signe mal interprété. La tribu était épuisée, mais un sentiment de victoire silencieuse se répandait parmi nous. Le jeune chasseur s'approcha du mur et traça de nouvelles lignes, plus soigneuses, expliquant le parcours exact de la proie. Cette fois, tous observaient attentivement, reproduisant correctement les gestes. Ce qui avait été chaos et confusion se transformait lentement en apprentissage. L'ancien le regardait avec des yeux mêlant fierté et avertissement. Il ne s'agissait pas seulement de survivre un jour, c'était la survie du savoir. La communication, les signes, la mémoire, tout cela devenait la véritable chasse. Chaque trait pouvait sauver des vies, chaque malentendu pouvait l'écouter. Alors que les plus petits s'approchaient pour toucher les dessins, je remarquais dans leurs yeux un mélange de curiosité et de respect. Ces taches de sang n'étaient plus seulement un souvenir de la viande qui avait nourri nos corps. Elles étaient des symboles de notre histoire, de notre intelligence, de notre capacité à transmettre ce que nous avions appris. Mais même au milieu du calme, un doute surgit. Une des filles pointa un symbole que nous ne comprenions pas et reproduisit un geste étrange. L'ancien fronça les sourcils. Nous gardâmes tous le silence. Était-ce une erreur, une invention ou un message que nous ne pouvions encore comprendre? Le sentiment de danger restait présent dans l'incertitude de chaque interprétation. Et alors je compris, les signes qui étaient nés pour nous unir pourraient aussi, un jour, nous séparer. La mémoire pouvait sauver, mais aussi tromper. La communication primitive n'était pas seulement un outil, c'était un pouvoir qu'il fallait respecter, apprendre et craindre. Avec la grotte silencieuse, observant les traits rouges qui racontaient notre histoire, je me demandais à voix basse, que se passera-t-il lorsque ces signes parleront d'eux-mêmes longtemps après nous? Le mystère demeurait. La viande se perdrait. La proie serait consommée, mais les signes resteraient, attendant d'être lus, interprétés, peut-être mal interprétés. Et je savais que ce que nous avions commencé cette nuit-là ne faisait que commencer. La grotte resta silencieuse. Le feu ne crépitait presque plus, éclairant les traits rouges qui racontaient notre histoire. Chaque ligne, chaque tache, chaque geste gravé dans la pierre était plus qu'un souvenir. C'était un enseignement, un avertissement et un pouvoir. La viande de la proie nourrirait nos corps, mais les signes nourrissaient notre esprit. Je compris que nous avions franchi un pas vers quelque chose de plus grand que la survie immédiate, la création de connaissances, la transmission d'expériences, la possibilité que d'autres apprennent de nous sans être présents. Cependant, un sentiment de respect et de crainte me parcourut. Les signes pouvaient nous sauver, mais aussi nous tromper. Une mauvaise interprétation, un geste oublié, un trait mal compris. Tout pouvait changer le destin du groupe. La communication primitive était une arme puissante, aussi forte que la lance la plus acérée. Je m'approchais du mur et observais les symboles une fois de plus. Je demandais à voix basse, comme si quelqu'un pouvait me répondre depuis le temps. Si quelqu'un lit ceci dans des milliers d'années, comprendra-t-il notre histoire ou créera-t-il la sienne? La question resta suspendue dans l'air, comme un écho refusant de mourir. Si vous étiez à ma place, devant ces marques rouges sur la pierre, que feriez-vous? Suivriez-vous les signes aveuglément ou apprendriez-vous à les déchiffrer avec soin?
Ce choix, pensais-je, ferait la différence entre la vie et la mort, entre la mémoire et l'oubli. Et tandis que la dernière étincelle s'éteignait, je sus que ce n'était que le commencement. La tribu apprendrait, grandirait et s'adapterait, mais les signes resteraient, attendant, observant et peut-être racontant des histoires qui ne se sont jamais produites.